Votre ton est agressif, madame. Je décris ce que j'ai vécu. Justement. Calmez-vous. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas haussé la voix. Elle a juste dit qu'elle avait eu peur. Et mal. Mais apparemment, elle l'a dit trop fort. Elle s'appelle Aïssata. 39 ans. Infirmière de nuit. Mère de 2 enfants. Elle est venue au tribunal pour témoigner d'une agression. Elle n'est pas habillée pour convaincre. Juste un jean, un haut noir, une veste large. Pas de maquillage. Pas de dossier bien rangé. Elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas les mots juridiques. Mais elle a les faits. Elle a les marques. Elle a le courage. Et ça dérange. L'agression a eu lieu un dimanche soir. Devant un arrêt de tram. Un homme inconnu l'a insultée, puis poussée violemment. Elle est tombée. Elle a eu des bleus, une entorse. Mais ce qui reste, c'est la peur. Le regard des gens qui n'ont rien dit. Et la sensation qu'elle n'avait pas le droit de se défendre. Elle a porté plainte. Seule. Le commissariat n'a pas pris ça au sérieux. Mais par chance, une caméra de surveillance a tout filmé. Et le parquet a décidé d'ouvrir une audience correctionnelle. Pas une grande affaire. Une routine, pour eux. Mais pas pour elle. Aujourd'hui, elle est dans la salle. En face, l'homme qui l'a agressée. Casier vide. Costume repassé. Un avocat bavard. À sa droite, le procureur. Blanc, la cinquantaine. À sa gauche, un juge. Fatigué. Presque absent. Derrière, quelques spectateurs, 2 journalistes, des fonctionnaires. Et elle, au milieu. Seule. On l'appelle à la barre. Elle s'avance. Les jambes tremblent un peu. Mais la voix tient. Je marchais vers l'arrêt de tram. Il faisait nuit. Il y avait du monde. L'homme m'a regardé, puis m'a insulté. Il a dit que des gens comme moi n'avaient rien à faire ici. Je lui ai dit de se taire. Il m'a poussé. J'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé sur le trottoir. Je suis resté par terre quelques secondes. Puis il est parti. Le juge lève la tête, enfin. Le procureur prend des notes. L'avocat de la défense soupire. Puis viennent les questions. Vous dites que vous l'avez regardé droit dans les yeux. Oui. Vous lui avez répondu? Je lui ai demandé de se taire. Avec quel ton? J'étais choqué. Je lui ai dit que c'était inacceptable. Vous l'avez insulté? Non. Vous avez levé la main? Jamais. Silence. Puis le juge dit. Vous semblez très en colère, madame. J'ai été agressé. Mais votre attitude actuelle peut être perçue comme provocante. Je raconte ce que j'ai vécu. On est ici pour établir des faits, pas des émotions. L'avocat de la défense se lève. Parle fort. Mon client est un citoyen sans antécédent. Il regrette le geste. Mais la situation était confuse. Madame a, de son propre aveu, réagi vivement. Peut-être que ses propos ont été mal interprétés. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Aïssata serre les poings. Ce n'était pas un malentendu. Il m'a visé. Il m'a insulté pour ce que je suis. Et qu'est-ce que vous êtes, selon lui? Elle hésite. Puis répond. Une femme noire dans l'espace public. Apparemment, c'est trop. Le procureur intervient. Madame, vous êtes ici en tant que victime. Mais votre discours sonne comme une accusation contre la société entière. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est le fond du problème. Il m'a agressé parce qu'il croyait qu'il en avait le droit. Ce n'est pas à vous de faire le procès du racisme en France. Non. Mais c'est moi qui porte les coups. Silence. Le juge note quelque chose. Puis lève la séance pour une pause. Dans le couloir, personne ne lui parle. Même pas les journalistes. Elle sort son téléphone. Pas pour filmer. Juste pour lire. Un message de sa sœur. Tu tiens le coup? Elle répond. Ils veulent que je reste calme. Même blessé. La pause finie. On reprend. Le prévenu s'excuse.
D'un ton neutre. Dit qu'il ne voulait blesser personne. Dit qu'il a mal interprété la situation. Dit qu'il s'engage à faire un travail sur lui-même. Le juge le remercie pour sa attitude responsable. Aïssata le regarde. Elle ne voit pas du regret. Elle voit de la stratégie. Le procureur propose une peine de sursis simple. Pas de prison. Pas de travaux d'intérêt général. Juste un avertissement, et un stage de citoyenneté. Le juge hoche la tête. Personne ne la regarde. Elle demande la parole. Et moi? On me dit merci? On me dit que j'ai eu raison de parler? Ou c'est juste lui qu'on doit ménager? Le juge répond. Ce n'est pas le rôle du tribunal de consoler. Elle sort. Pas en colère. Pas en larmes. Juste vide. Idrissa, une collègue qui l'attend dehors, lui demande. Ça s'est bien passé? Il n'y a pas eu de cri. Ni de justice. Et elle rentre chez elle. Le dos droit. Mais le cœur lourd. Le lendemain du procès, Aïssata se lève tôt. Elle a dormi 4 heures à peine. La tête pleine, le corps encore tendu. Elle a repris le travail comme si de rien n'était. Même service, même collègue, même patient. Mais tout son corps porte encore ce qui s'est passé. Au boulot, personne ne lui parle du tribunal. Et pourtant, plusieurs savaient. Une collègue lui lance un « ça va » rapide en passant. Aïssata répond au oui. Même si ce n'est pas vrai. Un infirmier lui demande si elle peut échanger son shift de nuit. Il ne mentionne rien d'autre. Personne ne pose de questions. Et elle comprend le message. Ils veulent que ça n'existe pas. À la pause, elle ouvre son téléphone. Plusieurs notifications. Un message de sa sœur. J'ai vu un extrait sur Twitter. T'étais forte. Elle s'arrête. Son cœur se serre. Elle ne savait pas qu'il y avait eu des caméras. Elle cherche. Elle trouve. Une vidéo de 40 secondes. Floue, mal cadrée. On l'entend dire. Ce n'est pas moi qui fais le procès du racisme. C'est moi qui porte les coups. La vidéo a été postée par une page engagée. Déjà plus de 20 000 vues. Les commentaires se divisent. Courageuse. Encore une qui joue la carte raciale. Elle exagère, on n'a rien vu d'agressif. Elle lit. Puis éteint le téléphone. Chez elle, ses enfants rentrent de l'école. Ils ont 8 et 11 ans. Elle les aide avec les devoirs. Elle sourit. Elle écoute. Mais elle est ailleurs. Son fils lui dit. Maman, t'es fatiguée? Elle répond. Un peu. Il ajoute. C'est à cause du monsieur méchant? Elle le regarde. Tu sais, parfois, même quand on dit la vérité, les gens ne veulent pas entendre. Moi je t'écoute. Elle serre sa main. Elle évite de pleurer. Le soir, elle reçoit un appel d'une collègue, Inès. Je viens de voir la vidéo. Je ne savais même pas qu'elle circulait. Tu veux que je dise à la page de la supprimer? Non. Tu vas parler? Non plus. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Et parce que je sais ce qu'ils vont dire, encore une qui se plaint. T'as le droit d'être en colère. Justement. C'est ce droit-là qu'il supporte le moins. Le surlendemain, elle reçoit un mail du délégué RH de l'hôpital. Objet, propos tenus dans l'espace public rappel à la neutralité professionnelle. Elle le lit 2 fois. Puis répond. Je n'ai rien dit publiquement. Et je ne suis pas en uniforme dans cette vidéo. Pas de réponse. Un collègue lui dit discrètement en changeant de blouse. Tu veux pas juste tourner la page? Elle répond. La page, je l'ai pas écrite. C'est eux. Il hausse les épaules. Ouais, mais tu sais comment c'est. Elle le regarde. Justement. Je sais trop bien. Le vendredi soir, elle passe au supermarché. Elle croise une ancienne patiente. Je vous ai vu sur mon téléphone. C'est vous, non? Oui. Bravo. Franchement. Moi j'aurais pas eu votre calme. Aïssata sourit. J'aurais préféré ne pas avoir à le prouver. Le dimanche, elle voit sa mère. Elle boivent un thé.
sa mère, plus réservée, lui dit « Tu sais, dans mon pays, une femme qui parle fort. Je n'ai pas parlé fort. Mais tu as parlé. Et c'est déjà beaucoup. » Elles ne vont pas plus loin dans la conversation. Mais Aïssata sait ce que ça veut dire. Le lundi suivant, une association féministe lui envoie un mail. Nous aimerions vous inviter à témoigner dans un événement sur les violences invisibles. Elle n'ouvre même pas le lien. Elle se dit, je ne suis pas un témoignage. Je suis une femme qui voulait juste qu'on m'écoute. Elle ferme l'ordi. Puis elle écrit dans un carnet. On ne m'a pas insulté. On ne m'a pas frappé au tribunal. Mais on m'a montré que même dans la loi, ma parole doit d'abord se justifier. Et ça, c'est une autre forme de violence. Silencieuse. Applaudie. La vidéo continue de circuler. Elle n'est pas virale, mais elle s'installe. Pas une explosion, mais une onde. Calme, régulière, persistante. Son visage est repris. Sa phrase est citée. Des comptes militants, des pages féministes, des collectifs de juristes. Parfois avec son nom, parfois non. Mais l'image revient, la femme seule, à la barre, qui dit « c'est moi qui porte les coups ». Une semaine après, un blog publie un article. Quand les victimes deviennent suspectes, le KAD. Bien écrit. Documenté. Mais elle n'a jamais parlé à l'auteur. Elle lit. Se reconnaît à moitié. Elle ferme l'onglet. Le lendemain, au travail, une cadre de santé l'interpelle dans le couloir. « Tu aurais pu nous prévenir. » Prévenir de quoi? Qu'il y aurait des retombées. Je n'ai rien déclenché. Oui, mais maintenant, ça nous concerne aussi. Aïssata respire lentement. Je ne suis pas une campagne de communication. J'ai juste dit ce qu'on m'a fait. Et maintenant tout le monde en parle. Tu deviens politique. Non. C'est vous qui avez politisé mon silence. Dans le réfectoire, deux infirmières parlent à voix basse. L'une dit « Elle va finir par se faire virer ». L'autre répond « Ou devenir la mascotte d'un syndicat ». Elle ne la voit pas. Ou font semblant. Elle passe sans rien dire. Mais cette phrase lui reste, la mascotte. Elle reçoit un mail. Objet, demande d'intervention. Un lycée professionnel veut l'inviter à parler aux élèves. Thème, la justice et ses angles morts. Elle n'ouvre même pas le document. Elle répond. Je ne suis pas un angle mort. Je suis une femme qui a mal dormi pendant 3 semaines parce qu'on m'a traité comme une suspecte. Le jeudi, le syndicat de la magistrature publie un communiqué. Le texte évoque son cas sans nommer et dénonce les dérives de certains procès où la victime est renvoyée à son image sociale. Un geste important. Mais un geste institutionnel. Elle lit. Elle apprécie. Mais elle ne partage pas. Le samedi, Idrissa, sa collègue, l'appelle. Tu as vu le truc de France 2? Ils ont repris ton affaire dans un sujet sur les discriminations en audience. Non. Je ne regarde plus rien. T'as pas envie de te défendre? J'ai envie de respirer. Pause. Mais apparemment, même ça, c'est devenu un acte politique. Le dimanche soir, elle se retrouve à la laverie, seule. Une femme l'aborde. C'est vous, hein? Celle de la vidéo. Oui. Je voulais juste dire, merci. Pause. Parce qu'on pense souvent que si on n'a pas de sang sur le visage, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais. Je sais que le mépris, c'est aussi une blessure. Aïssata hoche la tête. Merci. Pour l'avoir dit comme ça. Le lundi, un mail du parquet l'attend dans sa boîte pro. Objet, rappel à la neutralité dans les affaires en cours. Il n'y a pas d'accusation. Pas de menace. Mais une phrase suffit. Toute médiatisation autour d'une procédure judiciaire peut nuire à la sérénité des débats. Elle le relit 3 fois. Puis elle murmure. C'est vous qui avez oublié d'être serein. Pas moi. Elle ouvre son carnet. Écrit. Je n'ai pas demandé à être écouté par tous. J'ai demandé à ne pas être effacé. Et maintenant que je suis visible, vous vous demandez comment m'éteindre. Mais je n'ai pas allumé le feu. Vous l'avez attisé en refusant de me croire. Elle ne voulait pas s'exposer. Elle l'a déjà dit.
Elle le répète souvent. Mais il y a un moment où rester silencieuse devient pire que d'être mal comprise. Ce moment est arrivé quand elle a lu un post sur LinkedIn, rédigé par un avocat connu. Il parlait d'elle sans dire son nom et disait que certaines victimes se transforment en militantes inconscientes, au risque de brouiller la frontière entre émotion et droit. Elle a relu la phrase 3 fois. Puis elle a refermé l'écran. Elle a senti une colère calme monter en elle. Pas celle qui fait crier. Celle qui fait écrire. Le soir même, elle a ouvert un document vierge et a commencé à taper. Elle n'a pas raconté toute son histoire. Elle a simplement décrit ce qu'elle a vécu dans la salle d'audience. Avec des faits. Avec des mots simples. Avec le ton de quelqu'un qui a été là et qui n'a pas besoin de convaincre. Elle a publié le texte le lendemain, à midi, sur son propre compte. Pas de photo. Pas de hashtag. Juste un titre, ce jour où j'ai compris que la parole d'une victime devait d'abord passer un test de crédibilité visuelle. Elle ne s'attendait pas à grand-chose. Mais en 2 heures, il y avait déjà plus de 1000 partages. Des commentaires. Des gens qu'elle ne connaissait pas. Des messages privés. Certains longs, d'autres courts. Beaucoup écrivaient « Merci d'avoir mis des mots sur ce qu'on vit ». Une avocate lui a écrit « Je suis blanche, et même moi on me demande parfois si je suis vraiment du barreau. Alors j'imagine ce que c'est pour toi. » Elle a répondu « Je n'imagine pas. Je vis avec. » Une magistrate lui a envoyé un message « Je suis juge depuis 8 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un décrire la salle d'audience comme toi. Merci. » Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Un commentaire disait « Encore une qui veut faire carrière sur son trauma. » Un autre « Elle a l'air trop stable pour être une vraie victime. » Un troisième « Si vous vous sentiez mal accueilli, c'était peut-être votre attitude. » Aïssata ne répondait pas. Elle lisait. Elle prenait note. Elle voyait comment, dès qu'on refuse d'avoir la posture attendue et docile, humble, effacée, on devient suspecte. Même quand on dit la vérité. Surtout quand on dit la vérité. 2 jours après sa publication, une journaliste l'a contactée. Pas pour un scoop. Juste pour discuter. Hors micro, disait-elle. Elles se sont retrouvées dans un café, discret, pas loin du tribunal. La journaliste était jeune, posée, attentive. Elle ne prenait pas de notes, juste écoutait. Aïssata a raconté ce qu'elle avait déjà écrit. Mais avec des silences, des détails, des nuances. La journaliste ne posait pas de questions intrusives. À la fin, elle a dit « Je crois que ce que vous avez dit, beaucoup de gens avaient besoin de l'entendre. » Aïssata a répondu « Moi aussi, j'avais besoin de l'entendre sortir de ma bouche. » L'article est paru le lundi suivant. Pas en une. Pas dans une rubrique polémique. Dans la partie témoignage. Le titre, une victime, un doute, quand la parole ne suffit pas. L'article ne reprenait pas de phrase choc. Il ne résumait rien. Il déroulait. Sobrement. Et c'était parfait. Mais à partir de là, les regards ont changé. Dans son service, au travail, certains la regardaient avec plus d'attention. Une collègue lui a glissé « Je ne savais pas que tu écrivais aussi bien. » Une autre « T'as du cran. » Moi, je pourrais pas. Elle répondait poliment. Elle ne voulait pas devenir un sujet. Mais elle sentait qu'elle était devenue un repère. Involontaire. Un rappel permanent qu'on peut parler, et que ça a un prix. Et le prix commençait à se voir. Une note RH lui demandait de bien vouloir signaler à l'avenir toute activité publique pouvant impliquer l'image de l'établissement. Un rendez-vous avec la direction était repoussé 2 fois sans explication. Une collègue qui l'invitait toujours aux réunions ne lui envoyait plus les mails. Elle ne disait rien. Elle observait. Elle savait ce que c'était, l'isolement propre. Celui qui ne laisse pas de traces, mais qui fait froid. Un soir, elle est sortie tard. En marchant dans la rue, elle a vu une affiche collée sur un mur. Un slogan tracé au feutre. Les invisibles n'ont pas besoin de lumière. Ils ont besoin qu'on les regarde. Elle a souri. Pas parce qu'elle se reconnaissait dedans. Mais parce que, pour une fois, elle ne se sentait pas seule. Le mail est arrivé un jeudi matin, à 9h14. Il venait d'une adresse gouvernementale, avec toutes les formules de politesse bien alignées. Objet, invitation à rejoindre un groupe de travail sur les relations usagers-justice.
Une initiative du ministère, disait-on, pour renforcer la transparence et le dialogue avec la société civile. On soulignait que sa parole courageuse avait nourri la réflexion. Et on précisait que sa présence serait un signal important. Signal. Le mot l'a piqué. Pas d'une voix. Pas d'une pensée. Un signal. Un drapeau. Un panneau qu'on agite devant les autres pour dire « Regardez comme on est ouvert ». Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a laissé le message en non-lu pendant 3 jours. Pendant ce temps, elle en a parlé avec Idrissa. Son amie, sa collègue, la seule à qui elle dit tout sans filtre. Idrissa a levé les sourcils en lisant le mail. C'est bien rédigé, hein. On voit qu'ils ont des gens pour ça. Tu crois que c'est sincère? Je crois qu'ils ont compris que tu ne vas pas disparaître. Et maintenant ils veulent que tu brilles, mais à leur façon. Tu penses que je devrais refuser? Non. Je pense que tu devrais y aller. Et leur montrer que tu vois clair dans leur jeu. Mais sans t'excuser d'exister. Le lundi suivant, Aïssata a répondu. Je suis disposé à participer, à condition que ce groupe ne soit pas une vitrine. Je viendrai, mais je dirai ce que j'ai à dire. La réponse est arrivée dans l'heure. Nous nous réjouissons de votre présence. La réunion a lieu 2 semaines plus tard. Ministère de la Justice, salle au 4e étage, mur blanc, verre d'eau posé sur la table, stylo avec logo. 8 personnes. 5 hommes, 3 femmes. Costume, tailleur, neutralité affichée. Elle est la seule à ne pas avoir de titre. Pas de fonction officielle. Pas de mandat. Juste son histoire. Juste sa voix. Et ça, c'est ce qui les gêne le plus. La séance commence avec les mots habituels, dialogue, pluralité, volonté d'écoute. Puis on passe la parole aux membres. Chacun expose ses idées. Quand vient son tour, Aïssata parle calmement. Elle ne cherche pas à provoquer. Mais elle refuse de lisser. Ce que j'ai vécu dans cette salle d'audience, ce n'est pas un cas isolé. C'est un mode de fonctionnement. On écoute certains. On contrôle d'autres. Un conseiller réagit aussitôt. Nous devons éviter les généralisations. Chaque situation est singulière. Elle le regarde. Quand les singularités se répètent avec la même structure, ce n'est plus une exception. C'est un système. Silence. Une femme assise à côté hoche la tête discrètement. La réunion dure 2 heures. À la fin, on remercie tout le monde. Une des responsables la prend à part. Votre intervention a été précieuse. Et entendu? C'est un début. Non. Ce n'est pas un début. C'est une énième tentative de maquiller l'image sans toucher au fond. La responsable sourit, gênée. Vous êtes très direct. J'ai perdu trop de temps à être prudente. En sortant, Aïssata ne se sent ni victorieuse ni utilisée. Juste lucide. Elle sait que ce genre d'invitation n'est pas une main tendue. C'est une tentative de digérer ce qui dérange. Mais le lendemain, elle reçoit un appel inattendu. Un journaliste de Mediapart. Il dit avoir eu vent de sa participation au groupe. Il ne veut pas parler du procès. Il veut parler de ce que ces réunions signifient vraiment. Elle hésite. Ce n'est pas une interview. C'est un échange. En off. Il se voit dans un café. Il écoute. Pose des questions précises. Il comprend les silences, les non-dits, les regards évités. Une semaine plus tard, il publie un article. Titre: Consulter mais pas écouter, le prix d'une parole dérangeante. L'article est lu. Repris. Commenté. Cette fois, pas de vidéo. Pas de buzz. Juste des faits, des réflexions, des citations. Et une idée forte. La société aime les victimes discrètes. Mais elle ne sait pas quoi faire des femmes debout. Ce soir-là, Aïssata écrit. Ils m'ont tendu une chaise, pas pour que je parle, mais pour que je me taise confortablement. Ils m'ont donné un badge, pas pour reconnaître ma légitimité, mais pour mieux enfermer ma voix. Je les remercie. Ils m'ont montré ce que je ne serai jamais, un symbole poli sur fond blanc. C'était une conférence organisée par une faculté de droit. Pas une grande institution. Juste un amphi, des bancs en bois usés, un micro qui grésille un peu.
Mais la salle était pleine. Étudiants, avocats, magistrats, quelques journalistes discrets. Le thème du jour, justice et discrimination systémique. Parmi les intervenants, un sociologue, une ancienne juge, 2 universitaires. Et elle. Elle n'avait pas prévu d'y aller. Elle avait refusé d'abord. Puis accepté. Non parce qu'elle en avait envie. Mais parce que, cette fois, elle sentait qu'on n'allait pas parler d'elle sans elle. Avant de monter sur scène, elle avait écrit 3 phrases sur un papier. Puis elle l'avait déchiré. Quand ce fut son tour, elle monta. Le micro tremblait un peu quand elle le saisit. Elle regarda la salle. Pas pour impressionner. Juste pour ancrer sa présence. Je m'appelle Aïssata. Je suis infirmière. Pas juriste. Pas spécialiste. Je suis venu vous parler non pas de concept, mais de ce que ça fait, d'être appelée victime et traitée comme un problème. Elle marqua une pause. Personne ne bougeait. Quand je suis entré dans une salle d'audience pour raconter une agression, je pensais qu'on allait m'écouter. Pas m'évaluer. On m'a demandé si j'avais répondu trop vite. Si mon ton était trop sec. Si ma réaction avait pu être mal interprétée. À aucun moment on ne m'a dit « ce que vous avez vécu est inacceptable ». À la fin, j'étais celle qui devait s'expliquer. Un murmure discret dans la salle. Elle continua. Je ne viens pas ici pour régler des comptes. Je viens dire ce que j'ai compris, qu'on ne croit pas aux victimes quand elles ne correspondent pas à l'image attendue. Et que parfois, on préfère protéger l'image d'une institution plutôt que le corps d'une femme blessée. Un étudiant au premier rang a noté cette phrase mot pour mot. Une professeure s'est figée. On m'a dit que j'avais fait beaucoup de bruit. Pourtant je n'ai rien crié. J'ai juste refusé de me taire. On m'a invité à participer à la réflexion. Mais en réalité, c'était une façon de me neutraliser. De dire, on t'a entendu, maintenant assieds-toi et tais-toi. Non. Je ne suis pas un panneau de sensibilisation. Je suis une femme qu'on a renversée dans la rue. Puis qu'on a fait douter dans un tribunal. Puis qu'on a voulu faire disparaître sous des mots polis. Pause. Je ne demande pas qu'on m'écoute. Je demande qu'on arrête de détourner les yeux. Silence total. Pas un téléphone, pas une toux. Rien que le bruit du micro contre ses doigts. Ce n'est pas moi qui suis dangereuse. C'est votre inconfort devant quelqu'un qui refuse de jouer le rôle prévu. Elle reposa le micro. Et descendit. Sans saluer. Sans attendre. Après son passage, personne n'applaudit tout de suite. Puis un premier clapotis. Puis plus fort. Mais pas tous. Certains restèrent les bras croisés. Un avocat partit sans attendre la fin. Dans les couloirs, on chuchotait. C'était fort, non? Oui, mais un peu trop frontal. Elle exagère. Elle a dit ce qu'on pense tous. Moi je ne me suis jamais comporté comme ça. Le soir même, un extrait filmé par une étudiante circula sur X, ancien Twitter. L'extrait où elle disait « Je ne suis pas un panneau de sensibilisation ». Le clip fit le tour des timelines. Certains l'encensaient. D'autres l'accusaient de militantisme déplacé. Un magistrat anonyme écrivit. Elle veut faire croire que la justice est aveugle volontairement. Non. Elle est prudente. Et parfois, c'est nécessaire. Un commentaire lui répondit. La prudence n'est pas l'oubli. Ni l'effacement. Le lendemain, un appel du ministère. Un numéro inconnu. Madame Diallo? Oui. Nous avons vu votre intervention. Seriez-vous disponible pour discuter de votre retour dans un groupe plus élargi? Non. C'est dommage, car votre voix. Ma voix ne vous appartient pas. Bonne journée. Elle raccroche. Et rit. Pas fort. Juste pour elle-même. Puis elle ouvre son carnet. Et écrit. Je ne suis pas faite pour plaire. Je suis faite pour rester debout, même quand ça dérange. Aujourd'hui, j'ai dit ce que j'aurais aimé entendre, il y a un an. Et si ça gêne, alors c'est que c'était nécessaire. Aïssata ne parle plus. Elle n'écrit plus non plus. Pas par peur. Pas par lassitude. Juste parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, ce sont d'autres qui prennent le relais.
Elle les regarde, à distance, avec un mélange de surprise et de soulagement. Tout commence un matin, dans la salle d'attente du tribunal. Elle accompagne une amie venue soutenir une collègue dans un litige. Aïssata est assise, silencieuse, quand une jeune avocate s'avance vers le guichet. Le ton monte. Non, je suis avocate. Voici ma carte. Vous avez été contrôlé à l'entrée ? 3 fois. Et toujours avec ce même ton. Ce sont les règles. Alors appliquez-les à tout le monde, pas juste à moi. Aïssata ne dit rien. La jeune femme se retourne un instant, leurs regards se croisent. Elle hoche la tête. Elle a reconnu son visage. Plus tard, dans les couloirs, un greffier chuchote à son collègue. C'est elle. Celle de la conférence. Ah oui ? Elle a lancé un truc. Maintenant, les gens osent parler. Elle les entend. Mais passe son chemin. Sur les réseaux, plusieurs comptes juridiques partagent des extraits de sa conférence. Pas avec son nom, mais avec ses phrases. Je ne suis pas un panneau de sensibilisation. Ce n'est pas moi qui suis agressive, c'est votre inconfort devant ma présence. Ces mots circulent, repris, reformatés, parfois détournés. Une professeure de droit les cite dans un article de blog. Une étudiante en fait une affiche pour son projet de fin d'études. Une autre les glisse dans une présentation PowerPoint sur les billets en justice. Personne ne la contacte. Mais tout le monde, maintenant, utilise son langage. Au travail, un matin, une collègue lui glisse. T'as vu ce que dit la direction ? Ils veulent mettre en place une formation sur les discriminations implicites. Sérieux ? Oui. Et devine qui a proposé l'idée ? Aucune idée. Le chef de service. Celui qui t'évitait pendant 3 mois. Elle hausse les épaules. Elle ne rit pas. Mais elle note. Les lignes bougent. Lentement. Parce qu'elles ont été poussées. Un jour, en passant devant un lycée, elle voit une fresque murale peinte par les élèves. Une silhouette de femme, debout, face à une foule grise. En bas, écrit à la bombe. On ne vous demande pas d'être à l'aise. On vous demande de faire mieux. Elle prend une photo. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Chez elle, Idriss fait un exposé pour l'école. Sujet, quelqu'un qui vous inspire. Il ne lui dit pas tout de suite. Mais elle voit l'affiche. Il a écrit. Elle a parlé sans crier. Elle a dit non sans s'excuser. Et maintenant, d'autres disent non aussi. Elle ne le corrige pas. Elle le laisse présenter comme ça. Un soir, elle reçoit un message inattendu. D'une ancienne juge. Je suis partie à la retraite sans jamais dire ce que je pensais. Vous l'avez fait à ma place. Merci. Un autre, plus simple, d'un étudiant en droit. J'ai choisi cette voie parce que je crois qu'on peut faire mieux. Vous me l'avez rappelé. Le jour où elle comprend que tout a vraiment changé, c'est quand elle entre dans un tribunal pas pour une affaire à elle et qu'un agent de sécurité lui ouvre la porte sans demander son nom. Il dit « Bonjour madame ». C'est tout. Pas « Vous êtes qui ?» Pas « Vous avez rendez-vous ?» Pas « Montrez-moi vos papiers ». Juste « Bonjour madame ». Et c'est là qu'elle sent quelque chose en elle se poser. Pas s'effacer. Se poser. Elle écrit dans son carnet, sans signer. Je n'ai pas changé le monde. Je l'ai juste déplacé de quelques centimètres. Et maintenant, je vois d'autres mains pousser à leur tour. Le printemps revient. Doucement. Aïssata marche seule, un matin de mars, dans une rue encore humide de la veille. Elle ne se presse pas. Elle n'a pas d'audience, pas de rendez-vous. Juste un jour normal, avec un café dans la main, un manteau un peu trop chaud et un calme qu'elle ne s'explique pas encore. Cela fait presque 1 an. Depuis le procès. Depuis la phrase. Depuis la vague. Elle travaille toujours à l'hôpital. Elle a repris ses horaires normaux. Pas parce que tout est redevenu simple, mais parce qu'elle a décidé de ne plus laisser l'hostilité choisir à sa place. Certaines collègues lui parlent de nouveau. D'autres non. Mais cela n'a plus d'importance. Elle a cessé de demander qu'il apprécie. Elle veut juste qu'on fasse bien le travail. Et qu'on la laisse faire le sien. Un jour, la DRH la convoque.
Salle neutre, dossier sur la table. La responsable lit un paragraphe sur la neutralité professionnelle attendue dans la sphère publique. Puis elle relève les yeux. Vous êtes devenu une référence. Je ne vous ai rien demandé. Non. Mais ça vous suit. Alors c'est leur problème. Pas le mien. La responsable hoche la tête. Il n'y aura pas de suite. Juste cette conversation. Elle aussi sait que les choses ont changé. Qu'il n'est plus possible de traiter Aïssata comme avant. Un matin, dans le métro, une jeune femme l'aborde. Étudiante. Elle hésite, puis parle. Pardon, mais, je vous ai vu dans un article. Vous avez dit un truc, sur le fait qu'on préfère les victimes silencieuses. Oui. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que moi, j'ai jamais osé parler. Maintenant j'ose. Elle se sourit. La jeune femme descend. Aïssata reste debout. Un peu surprise d'être reconnue. Un peu fière aussi. Mais surtout, soulagée. Parce que les mots ont circulé. Et qu'ils ne lui appartiennent plus. Et que c'est bien ainsi. Un jour, elle reçoit une lettre. Pas un mail. Une vraie lettre, écrite à la main. Elle l'ouvre, assise sur son lit. Madame Diallo. Je vous écris parce que je vous ai entendu parler lors d'une conférence à Lyon. Je suis greffière. Depuis 22 ans. J'ai vu des choses. J'ai gardé le silence. Mais vos mots m'ont libéré d'un poids. Depuis, j'ai signalé 2 comportements que je n'aurais jamais osé dénoncer avant. Je vous devais ce merci. Aïssata lit plusieurs fois. Puis range la lettre dans son carnet. Elle ne la montre à personne. Un soir, Idriss, maintenant en 5e, lui demande. Maman, est-ce que tu regrettes d'avoir parlé? Elle réfléchit. Longtemps. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. T'as eu peur? Pas de parler. Mais de ce qu'ils allaient faire de mes mots. Ou ne pas faire du tout. Moi je t'ai toujours cru. Elle le regarde. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai tenu. Le tribunal ne l'a jamais rappelé. Aucun juge ne lui a présenté d'excuses. Aucun agent de sécurité ne l'a recontacté. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, elle n'en attendait pas. Ce qu'elle voulait, c'était que ça n'arrive plus. Ou du moins, qu'on n'agisse plus comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et ça, à sa manière, est en train de se faire. Dans certains palais de justice, on organise maintenant des sessions de formation sur les biais implicites. Dans d'autres, on a modifié les procédures d'accueil. Rien de révolutionnaire. Mais Aïssata sait, le changement commence toujours trop lentement, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il est déjà en marche. Un après-midi, elle croise par hasard l'un des avocats présents lors de son audience. Il hésite, puis vient vers elle. Madame Diallo. Maître. Je voulais vous dire, je repense souvent à cette audience. Moi aussi. Mais je ne me rappelle pas vous avoir entendu dire grand-chose, ce jour-là. Il baisse les yeux. C'est vrai. J'ai regardé. J'ai compris. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me mêler. Parce que je pensais que ça ne me concernait pas. Et aussi, parce que j'avais peur de ce qu'on dirait. Elle ne répond pas. Il ajoute. Je m'en veux encore. C'est bien. Gardez-le. Que ça vous serve. Puis elle s'éloigne. Elle continue d'écrire. Pas pour publier. Pour comprendre. Chaque soir, ou presque, elle note. Une phrase. Une sensation. Un détail. Je n'ai pas gagné. Mais je n'ai pas perdu. Parce que je suis toujours là. Je ne cherche plus à convaincre. Je laisse les faits parler. Ce qui me faisait peur, ce n'était pas le conflit. C'était l'indifférence. Et maintenant qu'ils m'ont vu, ils ne peuvent plus prétendre que je n'existe pas. Un jour, elle lit toutes ces pages. Elle n'a pas envie d'en faire un livre. Mais elle sait qu'un jour, peut-être, quelqu'un les lira. Et comprendra que parler n'était pas un acte de courage. Mais une nécessité. Lors d'une rencontre associative, elle croise une autre femme. Plus jeune. Militante. Elle vient la voir. Tout le monde vous cite. Même sans vous avoir entendu. Ce n'est pas grave.
Ça ne vous agace pas? Non. Parce que le plus important, ce n'est pas qui dit. C'est que ce soit enfin dit. La jeune femme sourit. Alors merci d'avoir été la première. Aïssata corrige, doucement. Je n'étais pas la première. J'étais juste celle qu'ils n'ont pas réussi à faire taire. La dernière fois qu'elle retourne au tribunal, c'est pour accompagner une amie victime de violences conjugales. Elle reste dans la salle d'attente. Pas d'uniforme. Pas de dossier. Juste là, présente. Un agent de sécurité passe. Il la reconnaît. Il hésite. Puis dit simplement. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Il ne dit rien de plus. Elle non plus. Mais cette fois, ce n'est pas du silence. C'est du respect. Sur le chemin du retour, elle pense à tout ce chemin. Ce qu'elle a perdu. Ce qu'elle a trouvé. Ce qu'elle a laissé. Elle ne veut pas être une image. Ni une référence. Juste quelqu'un dont la trace reste. Parce que ce qu'elle a traversé ne doit plus être un secret. Ni une exception. Chez elle, elle s'assoit. Ouvre son carnet une dernière fois. Et écrit. Je suis toujours là. Pas pour qu'on me félicite. Pas pour qu'on m'admire. Juste pour que celles qui viendront après moi n'aient plus besoin de justifier qu'elles ont leur place. Puis elle ferme le carnet. Et le range. Pas pour l'oublier. Mais pour passer à autre chose. Si tu es resté jusqu'ici, tu sais que ce n'est pas une histoire forte. C'est une histoire vraie. Une histoire qui ne cherche pas à choquer, mais à durer. Aïssata n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle a simplement refusé de se laisser réduire au silence. Et c'est peut-être ça, la plus grande force. Elle n'a pas eu justice dans une salle. Mais elle a laissé des traces dehors. Et maintenant, plus personne ne pourra dire on ne savait pas. Ici, on raconte ce que les journaux résument trop vite. Ce que les institutions préfèrent enterrer. Ce que les victimes elles-mêmes n'ont pas toujours la force de revivre. Alors si toi aussi tu veux que ces histoires existent, vraiment, clique sur s'abonner. Parce qu'on ne fait pas de bruit pour faire du bruit. On fait du bruit pour qu'un jour, le silence n'est plus le dernier mot. À bientôt, pour une nouvelle histoire vraie.